Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, un épisode très particulier. J'ai eu la chance d'être invité dans le château des Ducs de Nantes. C'est bien le château des Ducs qu'on dit ? Château des Ducs de Bretagne. Pardon, je recommence. J'ai eu la chance d'être invité dans le château des Ducs de Bretagne, en plein cœur de la ville de Nantes. Est-ce que là, c'est bon ? Là, c'est parfait. Moi, je me méfie toujours ici quand on arrive en Bretagne, parce que nous, on est lyonnais et on fait que des impairs, on ne fait que des erreurs, donc on fait attention. Je suis aujourd'hui dans le bureau de Christelle Gualdé, qui est directrice scientifique du musée d'histoire de Nantes, dans le château des Ducs de Bretagne. On est passé devant la salle où a été signée l'édit de Nantes, qui est ta salle de réunion, tu m'as dit, Christelle ? Absolument, c'est la salle de réunion. Mais ça, c'est quand même quelque chose. Et j'ai face à moi une merveilleuse œuvre du milieu du 19e siècle. De quel artiste alors ? Un artiste japonais qui est pour l'instant encore anonyme, mais qui, en effet, ce grand paravent fait l'admiration de tous mes invités. Et je l'aime beaucoup, c'est un grand paravent, on va dire, à la haie qui fleurit. Donc c'est une image de la résilience. C'est incroyable et ça donne le ton de cet échange. Christelle, je te remercie de nous accueillir dans ce lieu incroyable. Nous sommes le 15 mars 2023. Demain commence, ou même aujourd'hui d'une certaine façon, la convention APM qui se passe à Nantes. C'est une convention qui d'habitude se passe tous les 2 ans. Cette fois, c'est tous les 3 ans, puisque la dernière fois nous étions à Annecy il y a 3 ans, et c'est là où est né le podcast de l'APM. Donc pour moi, c'est très émouvant d'arriver ici, et aujourd'hui ensemble, on enregistre le premier épisode de cette session. Merci beaucoup et bienvenue sur le podcast de l'APM, Christelle. Merci à vous. Alors, on va parler d'histoire aujourd'hui. Et l'objectif de cette convention, c'est de s'interroger, d'amener les 6000 chefs d'entreprise qui se déplacent à s'interroger sur les futurs possibles, sur le monde de demain, sur renouveler ses imaginaires. Et pour pouvoir penser le futur, quoi de mieux que déjà bien connaître son passé, savoir d'où l'on vient. Et ça, tu en as fait ta spécialité. Oui, alors en effet, c'est vrai que c'est très important de connaître le passé, mais je dirais, au-delà même d'essayer d'imaginer le futur à partir du passé, le passé est nécessaire pour comprendre le présent. Et je crois qu'en fait, le départ, il est là. Les historiens disent qu'il n'existe que le présent, pour chacun de nous, à chaque instant. Et en effet, bien comprendre le présent, ça permet d'être ancré dans une réalité, qui n'est pas une fiction. Il faut accepter pour ça de la regarder, cette réalité. Il faut accepter de la comprendre, et c'est là que, en effet, l'histoire et aussi l'approche par la mémoire sont tous deux des disciplines complémentaires, on va dire. Alors toi, tu as répondu présente à la sollicitation de l'équipe de la Maison de l'APM avec ton équipe à toi, celle du musée. Et dès demain, vous allez, à travers plusieurs interventions, plusieurs ateliers, participer activement à cette convention. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui va se passer à partir de demain avec ton équipe ? Alors, c'est vrai qu'on a été très sollicités et on en est ravis. Donc, il y aura plusieurs activités différentes, en fait, à partir du site. Des personnes qui participent à la convention vont suivre une visite dans les salles du musée autour des questions de la mémoire et de l'histoire de la traite atlantique, puisque Nantes a été le premier port de traite atlantique de France. Il faut imaginer que 550 000 hommes, femmes et enfants sont partis à bord des navires nantais, ont traversé l'Atlantique à bord de ces navires, et c'est une histoire extrêmement importante à Nantes, un passé assumé depuis la fin des années 1980 maintenant. Donc tout un groupe travaillera avec des médiatrices sur ces questions-là. Un autre groupe ira sur le site du mémorial de l'abolition de l'esclavage, puisqu'à Nantes, c'est la seule ville en Europe qui est dotée d'un mémorial de cette importance et de ce type qui rappelle donc cette histoire absolument terrible. Enfin, un troisième groupe suivra une visite sur la mémoire et l'histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans le musée d'histoire de Nantes, les 6 dernières salles du musée ont été constituées grâce à une collecte auprès de la population. Ça veut dire que pendant 8 années, la population locale a amené au musée des objets personnels qui permettaient de raconter l'histoire des 2 guerres.
Un énorme travail de recherche a été fait sur chacune de ces pièces pour vérifier les dires. Évidemment, tout le monde avait un grand-père résistant, vous vous en doutez bien, donc il a fallu parfois des dires. Mais voilà, et donc cette relation très forte entre mémoire et histoire, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du musée d'histoire de Nantes. Et puis enfin, il y aura donc cet atelier avec Nelly Labère sur la question des mémoires du futur. Qu'est-ce que ça veut dire de faire face à son histoire, à son passé? Et tu as dit tout à l'heure, assumer. Assumer pour comprendre. Parce que je crois qu'assumer tout seul, ça voudrait pas dire grand-chose. On pourrait, d'une certaine manière, se dire, bon ben voilà, c'est fait, c'était comme ça, et on passe à autre chose. Non, ce qu'il faut, c'est avoir les clés pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et pour ça, il faut accepter de regarder ce qui a été vraiment. Sinon, on se ment sur le passé et on se ment sur le présent. Donc, assumer pour une ville comme Nantes, ben, c'est comme je le disais à l'instant, accepter d'avoir l'image d'une ville qui s'est enrichie, non seulement elle, mais tout son territoire, sur l'exploitation d'êtres humains, sur la vente d'êtres humains, sur le système colonial esclavagiste. Mais ça, il faut comprendre que ce système colonial esclavagiste, il n'est pas nantais, il n'est pas français, il est européen. Et ce sont tous les pays du monde dit occidental, en tout cas le monde européen, qui se sont enrichis. La révolution industrielle s'est bâtie sur cette histoire. Mais alors, Christelle, on en parlait tout à l'heure avant d'ouvrir les micros, avant d'allumer les micros. Je te faisais part de quelque chose qui m'a un peu perturbé ces derniers mois, parce que moi, cette histoire coloniale, j'habite à Lyon, je suis né en France, j'ai passé ma vie en France, et je la connais pas. Et je me suis rendu compte à quel point je la connaissais pas en lisant un livre qui s'appelle Alma à mes enfants, qui est un pavé en 2 tomes et qui décrit finalement très précisément cette histoire coloniale. Donc alors, l'information est disponible, hein, faute à moi de pas être allé la chercher. Mais quid de l'école? Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'a jamais rien appris là-dessus, sur ce sujet-là? Alors, Parce que la Première Guerre, la Deuxième Guerre, ça on nous en a bien parlé, mais l'histoire coloniale. ben, je pense que c'est une histoire d'abord plus ancienne, plus difficile à assumer, dont les héritages et les séquelles sont visibles par toutes et par tous, tous les jours, mais vraiment tous les jours. Mais c'est presque une histoire trop présente. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que cette question de présence et d'absence, on est par rapport à notre histoire coloniale dans un oubli, mais aussi dans un déni. C'est une histoire dont il est très difficile d'être fier. Voyez, la Première et la Seconde Guerre mondiale, bon, ce sont des histoires militaires. Et la France est sortie parmi les pays dits vainqueurs, s'il peut y avoir des vainqueurs dans une guerre. L'histoire coloniale, elle a fondé le monde dans lequel nous sommes. Elle est achevée sous sa forme de colonialisme esclavagiste, mais ces conséquences, nous en bénéficions d'une certaine manière tous les jours. Quand le matin, au petit déjeuner, nous consommons du sucre, du café, du cacao, ces produits sont liés à l'histoire coloniale. Ils n'existaient pas en Europe avant les plantations coloniales d'Amérique, et celles-ci étaient des lieux où étaient mis en esclavage des hommes, des femmes et des enfants. Donc je pense qu'en fait c'est presque une histoire trop présente. Elle est partout. On avait l'impression que c'était révolu. C'était quoi la période coloniale si on l'ancre dans l'histoire, c'est quoi la période? La première période coloniale, elle commence au moment de la découverte du continent américain par les Européens. Très rapidement, ils vont mettre au travail, parce que les richesses sont importantes et les potentialités tout de suite apparaissent. Donc les colons, les planteurs, les États européens vont mettre au travail des indigènes, les populations dites indigènes. Alors le terme est très désagréable, en fait, les populations locales. Et ces personnes ne vont pas résister en fait aux conditions de travail. Donc d'autres solutions vont être trouvées. On va faire appel à des engagés, c'est-à-dire des Européens, donc des Français, des Nantais sont partis avec des contrats pour 3 ans, travailler dans ces plantations, et ils ne vont pas survivre pour la plupart, ou ne vont pas vouloir renouveler leur contrat. Et c'est là, parce qu'il existe un esclavage endémique en Afrique, parce qu'on commence à mieux connaître la côte africaine, que l'idée va apparaître petit à petit, avec des tests qui vont être faits par les Portugais notamment. En Afrique même, va apparaître l'idée de déplacer, déporter des hommes, des femmes et des enfants, et ça va se faire par dizaines de millions durant plus de 2 siècles. Ça, c'est la première colonisation. La seconde colonisation, d'une certaine manière, c'est celle qu'on connaît un petit peu mieux, Afrique, continent asiatique. Elle va commencer juste après la fin de l'esclavage, et elle va prendre d'autres formes, puisque là, on va mettre au travail, mais au travail forcé,
des populations sur des territoires qu'on aura directement occupés. Et aujourd'hui, quel stigmate on porte encore de ça? Vous savez, la décolonisation, elle n'est pas très ancienne. Ces stigmates, eh bien déjà le fait que on n'en parle pas ou très peu dans les programmes scolaires, c'est un stigmate. C'est une forme de déni par rapport à cette réalité. Ensuite, je ne sais pas si on peut parler de stigmate ou uniquement de séquelles, mais comme je le disais, notre vie quotidienne est imprégnée de ça. La révolution industrielle, vous le savez, elle va se baser sur l'industrie textile en Angleterre et la mise en place de machines qu'on appelle les jennies. Les entrepreneurs connaissent bien cette histoire-là. Le coton qui est filé par ces machines, il vient de Saint-Domingue, colonie française. Et c'est à Saint-Domingue que les esclaves vont donc produire cette matière première. Donc voilà, même l'origine de notre révolution industrielle, elle trouve ses racines dans cette période coloniale. Et nous en avons plein de traces. Elle a été déterminante. Nos villes se sont bâties comme ça. Promenez-vous à Nantes, vous verrez des mascarons qui représentent les 4 continents. Nos images, nos gravures, nos peintures, tous les produits que nous consommons, enfin, la mondialisation de nos échanges, elle date de cette époque-là. Elle n'est pas récente. Ça aussi, c'est troublant parce qu'à l'école, on apprend que voilà, mondialisation 20e siècle. Pas du tout. D'abord, même avant 1492, les échanges étaient mondiaux dans les mondes qui se connaissaient, donc évidemment pas avec le continent américain à ce moment-là, et l'Europe, je veux dire, mais la mondialisation, c'est la relation, c'est le propre de ce qui se passe entre les humains, et donc la mondialisation des échanges, y compris économiques, est très ancienne. Là, on enregistre, on vient de vivre depuis 2 ans une pandémie mondiale qui a aussi re-questionné un certain nombre de choses. Est-ce que ça amène un éclairage différent sur toute cette part de notre histoire, ou est-ce que ça... Pas du tout. Je sais pas, je crois que c'est trop récent pour moi, en tout cas pour le voir et pour le dire. Là, c'est l'historienne qui parle. Avec prudence. C'est ça. Attention. On parle Attention, on va pas... Ce que je pense surtout, c'est que aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'observe dans les générations plus jeunes que la mienne, il y a vraiment une volonté de sortir de ce qui est convenu. Les mouvements pour l'écologie en sont la preuve. Sortir des systèmes convenus, de la pensée convenue, s'autoriser à réfléchir, à être acteur, y compris à sa propre échelle. Ça, c'est déterminant. Et un musée d'histoire comme le nôtre a cette dimension de vouloir être un musée citoyen en permettant aux visiteurs de se réapproprier leur pensée. Donc nous, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser, on leur dit simplement qu'ils doivent s'interroger. Et s'interroger pour changer. On ne peut pas passer notre avenir à continuer de regarder une moitié du monde avec condescendance, attendre que des hommes, des femmes ou des enfants se noient dans la Méditerranée avec indifférence. Je veux dire, il y a un moment, il faut comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi ça se passe et tout changer. C'est bien ce qui est prévu avec l'écologie aussi. On ne peut pas imaginer l'avenir sans se dire que, voilà, le présent peut être le temps du changement pour le vrai. Cette fois-ci, pas un slogan politique, si je puis dire, comme d'autres ont pu l'utiliser. Mais chacun peut être acteur. Et ça, j'ai trouvé qu'avec la pandémie, pour le coup, oui, c'était redevenu possible. Quel champ d'amélioration tu vois concrets, puis qui sont porteurs d'enthousiasme ou en tout cas d'espoir sur ces sujets-là? Parce que tu parles tu parles finalement d'un regard condescendant du nord vers le sud, de ce clivage nord-sud qui existe toujours 500 ans plus tard. En quoi, en regardant notre histoire, on a déjà pu comprendre, apprendre et modifier certains comportements? Déjà, il y a toute une génération qui travaille maintenant avec, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les historiens, les universitaires du continent africain. Donc, on est dans une relation qui n'est plus du tout celle-ci. Voilà. Même s'il y a encore des politiques qui, par maladresse, vont faire des discours complètement paternalistes. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je parle pas forcément du président actuel, mais des précédents présidents, ça a pu arriver. Donc, moi, je pense que la dimension de progrès, elle existe dans le fait d'accepter que sans s'en rendre compte et parfois avec bonne conscience, on a intégré des savoirs qui méritent d'être réinterrogés. Ça, c'est une dimension de progrès. Accepter de se dire, peut-être que je reproduis quelque chose et douter de l'efficacité de ça.
Ça, je pense que c'est une vraie dimension de progrès. Et puis, accepter d'être beaucoup plus simple dans la relation à l'autre. C'est-à-dire, comme on est presque plus dans l'enfance, plus curieux de l'autre que dans le jugement. Ça, c'est des comportements que tu observes, toi, auprès des visiteurs du musée. Ils sont dans cette posture-là de curiosité, d'ouverture. Ils ont réveillé l'enfant qui sommeille en eux. Incroyable. Presque trop. Depuis récemment ou ça fait depuis que tu es ici que tu observes que finalement la frange de population qui se déplace au musée, ici chez toi, est déjà dans cet état d'esprit et puis finalement tu as un public qui est adapté au message que toi, t'as envie de porter. Toi et ton équipe, vous avez envie de porter. Alors, je pense qu'en fait, tout le monde a envie de se sentir vivant, pensant. Voilà. Et ici au musée, en tout cas, et dans beaucoup de musées, les gens qui viennent par curiosité. Hein, ils viennent pour apprendre, pour découvrir, pour comprendre, pour se changer des idées, pour se distraire, pour plein de choses, pour avoir du beau, etc. Mais l'envie de comprendre, elle est pour moi très remarquable chez les visiteurs. Alors, je ne sais pas dans les autres musées, mais ici, nous, une des plus grandes difficultés qu'on ait, c'est quand on met en place des manifestations comme Expression décoloniale, qui est une manifestation qu'on va ouvrir au mois de mai. Les gens lisent absolument tous les textes, donc nous, on atteint très vite nos jauges et ils restent presque trop longtemps dans les salles. Et ça, de voir que les gens ne se lassent pas de découvrir, c'est bien le signe que, indépendamment de nous, il y a un appétit, il y a une envie. Et ça, je crois que c'est vrai chez tout le monde. Je crois qu'il y a beaucoup de curiosité et qu'on répond pas toujours à la bonne hauteur à cette curiosité. On peut trouver des informations sur les réseaux, on peut trouver des informations sur Internet, on peut trouver des informations à la télévision, voilà, dans les musées, dans les livres, voilà. Mais répondons intelligemment à cette curiosité, au fond des réponses qui permettent de se construire et de faire communauté. Un des moyens que tu as trouvé pour aussi partager la connaissance, le savoir, c'est un livre et qui vient de recevoir il y a quelques mois le prix du livre d'histoire de Bretagne. Ce livre, il s'appelle L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830. C'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que ça raconte, ça aussi, de l'époque dans laquelle on vit? Alors, d'abord, c'est un livre qui parle de Nantes, mais en fait de toute la France, puisque Nantes, comme je le disais, a joué un rôle fondamental. Donc, ce que veut dire le prix en question, parce qu'il y avait 70 ouvrages en face de celui-ci, c'est tout simplement d'abord une appétence pour découvrir et comprendre cette histoire, pour la connaître, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois que les Français ont envie de connaître leur histoire de manière tout à fait légitime et de façon tout à fait dépassionnée, juste objective. Cette curiosité, on en a le droit, il ne faut pas se l'interdire. Et puis ça montre qu'une région comme la Bretagne est une région qui est capable d'assumer, comme l'avait fait la ville de Nantes à la fin des années 1980, une histoire difficile, une histoire tourmentée, une histoire douloureuse, et qu'elle en sort grandie. Elle en sort grandie parce que elle peut ensuite ouvrir des espaces de dialogue, de discours. Elle peut ouvrir des espaces de réflexion qui sont des espaces rares. On est souvent dans le discours univoque, c'est-à-dire que c'est toujours nous qui nous exprimons. À partir du moment où on accepte que cette histoire, elle concerne d'autres que nous, d'une autre manière que nous, et qu'il serait intéressant de l'écrire ensemble, ce que la Bretagne a fait là, enfin la Bretagne, l'association Diversité Culture Bretonne, c'est pas toute la Bretagne, l'association Culture Diversité Bretonne a fait là, c'est d'accepter cette histoire et de dire que elle était prête. Elle est prête à savoir et à partager ce savoir. Donc c'est un message d'espoir et puis on espère que ça fera des petits, que toutes les régions vont pouvoir s'approprier aussi cette pan-là d'histoire. Comment il se présente le livre? C'est du texte? Est-ce qu'il y a c'est les images de l'exposition? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un gros livre qui peut faire peur au départ, mais en fait c'est un livre essentiellement d'images. Il faut le savoir, parce que nous sommes un musée et que ce qui compte pour nous, c'est les traces matérielles. En fait, on considère que bien sûr l'archive est la source principale de l'écriture de l'histoire, mais le document, l'objet l'est aussi. Un tableau nous montre des choses. Il va nous montrer notamment que des personnes ont vécu en esclavage ici en France et pas uniquement dans les colonies, contrairement à ce qu'on peut avoir en tête. Un objet va nous montrer qu'après 1789, l'esclavage existe toujours. Il va nous montrer que si la première abolition a lieu en 1794, c'est à la suite de la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Donc voilà, ce sont des objets aussi qui nous montrent ça. Et c'est plus facile pour les visiteurs d'apprendre l'histoire à travers les objets
souvent qu'à travers les archives. Mettez-vous devant une pile d'archives, vous allez avoir du mal à trouver tous les éléments. Par contre, devant un tableau, devant des pointes anti-émeutes qu'on jette sur un pont pour éviter les révoltes, là tout de suite apparaissent la violence, la relation de domination et voilà, des aspects extrêmement forts. Donc c'est davantage un livre d'images que de textes, bien qu'il y ait quand même pas mal de textes. Et c'est des images qu'on peut trouver, qu'on peut venir voir en vrai dans l'exposition Abîme. Alors l'exposition elle-même est achevée, mais elle n'a été... C'est pas une expo permanente, c'est une expo... Si. Ah, d'accord. Elle n'a été constituée, cette exposition, qu'avec nos collections. Donc aujourd'hui, tous les visiteurs du musée d'histoire de Nantes traversent les salles qui en fait avaient été un petit peu extraites du musée durant cette période de l'exposition temporaire. Donc tous les objets qui sont dans le livre sont aujourd'hui visibles en permanence. On est ici à Nantes, là, pour 3 jours, 6000 chefs d'entreprise, pour réfléchir et essayer de se poser des questions sur les nouvelles façons d'habiter le monde. On est là pour se questionner sur le vivre ensemble, sur comment on pourrait faire société, continuer à faire société ou renouveler encore une fois pour aller vers un lendemain. Alors, je te posais la question, un lendemain plus quoi? Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, qu'on puisse envisager ensemble et visualiser ensemble? Je pense qu'il y a une dimension éthique, quelque part, qu'on a tendance à oublier. Elle est importante aussi dans le monde entrepreneurial, cette dimension éthique. Et moi, je crois que justement, on aura des comportements plus vertueux si justement on se connaît mieux, si on accepte de s'interroger sur nos pratiques et si on trouve des solutions, et évidemment il y en a, qui nous permettent d'être toujours bien en adéquation dans nos têtes entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on fait et ce qu'on est vraiment. Je crois que déjà, voilà, retrouver la paix intérieure de se sentir bien dans ça, je crois que c'est fondamental. On est toujours tellement persuadé qu'il faut aller plus vite, plus loin, mieux, enfin voilà, différemment, qu'on s'interroge assez peu, on prend assez peu le temps de simplement ce qu'on veut, soit pour soi et pour les autres. Je crois que remettre de l'éthique dans le contrat social, vraiment, de manière très très concrète. Alors ça peut être en travaillant plus avec les gens de notre territoire, ça peut être en travaillant de manière plus équilibrée avec le reste du monde, ça peut être en ayant des relations entre nous interpersonnelles qui soient moins hiérarchiques aussi, moins descendantes. Ben moi je pense que ça c'est un monde possible et qu'un contrat social peut se mettre en place sur ce que nous avons en commun et pas forcément uniquement sur ce qui nous différencie. Je crois qu'on nous a beaucoup appris à la concurrence. On a fini par confondre compétition, concurrence et émulation. Ben moi, je le vois comme ça. Écoute, Christelle, sincèrement, je te remercie pour la sincérité et l'authenticité de ton propos. On est sur des thématiques qui sont complexes à manipuler. On parle de RSE beaucoup, c'est devenu très presque galvaudé tellement c'est dans le champ lexical courant du monde de l'entreprise. Et merci de m'avoir ancré pendant quelques minutes dans cette réalité-là. Et bravo pour le courage dont tu fais preuve et dans ta façon de regarder ce monde-là et cette réalité, les yeux dans les yeux et la paix intérieure qui émane de toi. Vraiment, c'est très touchant pour moi. Je te remercie beaucoup pour cet échange et merci pour l'ouverture. Je trouve que c'est un message plein d'espoir pour nos dirigeants qui vont nous écouter. J'espère qu'ils vont vivre cette convention à fond. On peut donner rendez-vous ici au musée, en plein cœur de la ville de Nantes, à tous les curieux qui ont envie de prolonger. Et le livre, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? On peut l'acheter sur le site internet du musée parce qu'il est en vente à la e-boutique. Puis on peut le commander dans toutes les librairies. Eh bien allez, moi je vais faire l'acquisition de cet ouvrage et essayer de faire face à cette histoire. Un grand merci pour cet échange. Ça m'a fait plaisir aussi. Et puis... vraiment, merci d'avoir pris le temps de ce sujet, qui n'est pas un sujet facile, qui n'est pas un sujet comme les autres. Et donc, merci aux futurs auditeurs de leur curiosité. Merci Christelle.